Bonjour Lamia. Bonjour. Donc je suis ici avec Lamia Essemlali de l'association Sea Shepherd France. Merci Lamia d'accepter cette interview pour nous tous, pour les altruistes et les amis de Planète Altruiste. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce qu'est ton association Sea Shepherd France ? Donc Sea Shepherd France, c'est l'entité nationale de Sea Shepherd International qui est une ONG anti-braconnage, donc dont l'objectif premier est de lutter contre la pêche illégale et les atteintes illégales aux écosystèmes marins. Voilà. On fait aussi beaucoup de sensibilisation, de conférences, on écrit des ouvrages, on fait beaucoup de films, documentaires pour sensibiliser l'opinion sur l'enjeu essentiel qu'est la défense de l'océan. Le fondateur de Sea Shepherd, en fait, c'est Paul Watson, je crois. Oui, c'est Paul Watson, donc, qui est un cofondateur de Greenpeace, qui a quitté Greenpeace en 1977, parce qu'il voulait faire plus que de la protestation, plus que de la dénonciation. Il voulait vraiment faire de l'intervention, et c'est vraiment, je pense, ce qu'il y a à retenir dans l'ADN de Sea Shepherd, c'est que c'est de l'intervention. C'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour protester ou dénoncer ce qui se passe en mer, on est là pour empêcher les atteintes illégales. D'accord. Et dans ton parcours, à toi, Lamia, pourquoi les océans ? Alors moi, j'ai toujours une sensibilité à la base d'abord pour les animaux. J'ai toujours été très sensible à la souffrance animale et au fait surtout que cette souffrance suscite pas mal d'indifférence. C'est quelque chose que j'ai jamais trop compris en fait. Pourquoi est-ce que on s'émeut si peu finalement du sort des animaux ? De cet attachement aux animaux est venue aussi une prise de conscience du monde naturel, une forte attirance, un respect, de l'amour et une envie de défendre. Du coup, surtout quand on voit ce qu'on lui inflige à ce monde naturel. Voilà. Et l'océan, je pense que ça a à voir évidemment avec ma rencontre avec Paul Watson, qui est quelqu'un de très inspirant et qui montre par l'exemple qu'il y a des choses qu'on pensait impossibles qui sont possibles, puisque lui les fait. Et ça, c'est très inspirant, c'est très motivant. Et c'est très épanouissant aussi à titre personnel. Et ensuite, l'océan... je me retrouve aussi particulièrement là-dedans parce que pour le coup, c'est vraiment le thème un peu oublié. On est une espèce terrestre, on se sent déconnecté de l'océan alors qu'on vient tous de l'océan et que surtout notre destin est complètement lié à celui de l'océan. Et parmi tous les animaux auxquels... on fait beaucoup de tort à terre. Je pense que les animaux marins sont encore plus laissés pour compte et les dommages, le carnage qu'on fait dans l'océan dépasse encore plus celui qu'on fait à terre, qui est déjà lui-même dramatique. Donc, pour moi, c'est vraiment la cause ultime qui me parle et qui me donne envie de me battre. C'est vrai qu'un poisson souffre, mais on ne l'entend pas crier, donc on a l'impression que, voilà, il ne souffre pas. J'avais une question à te poser concernant les océans, parce que les océans font partie de l'écosystème planétaire et une partie très importante. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, on a une vision du monde qui est très anthropocentrique, hein, donc on appelle cette planète la planète Terre, alors qu'en fait, elle est recouverte à 70% d'eau. C'est Heathcote Williams, qui est un poète, qui a dit vu de l'espace, la planète est bleue, vu de l'espace, la planète est le territoire, non pas des hommes, mais des baleines. Et c'est vrai, et pourtant, on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Et j'ai oublié ta question. La question, c'était quel est le rôle, en fait, des océans ? Donc, le rôle de l'océan,
Et ben voilà, là je suis en train de te parler, tu vois, il y a plus d'une inspiration sur 2 que je prends, que je dois à la vie marine. L'océan, c'est la première machine de régulation du climat et c'est la première source d'oxygène. Et quand je dis l'océan, c'est pas juste cette masse d'eau salée, hein, c'est la vie qui contient. Cette machine de régulation du climat qu'est l'océan, elle fonctionne parce qu'il y a des ouvriers, il y a une force ouvrière qui est à l'œuvre. Cette force ouvrière, c'est la vie marine, du plancton à la baleine, en passant par les requins, les phoques, les thons. Donc c'est aussi ce message-là qu'on essaye de faire passer, même si évidemment, toute cette vie, elle a une valeur intrinsèque, indépendamment de ce qu'elle peut nous apporter à nous. Mais il faut bien comprendre que les poissons qui font partie de cette masse ouvrière, ils ont un rôle bien plus important à jouer, à faire fonctionner cette machine de régulation du climat, que dans l'assiette de n'importe lequel d'entre nous. Voilà. Donc, Lamia, la situation est catastrophique dans les océans. Les océans se vident de sa population, des poissons, etc. Les océans, donc, se meurent, je dirais. Est-ce que tu penses, par rapport à cette population aquatique qui disparaît, est-ce qu'aujourd'hui, si on prend les mesures nécessaires, est-ce qu'on peut encore inverser la tendance? Est-ce que les poissons pourraient redevenir plus abondants, plus présents? Alors, on s'est rendu compte que l'océan a quand même une certaine résilience. Donc, c'est vrai que quand on arrive à protéger certaines zones, la vie revient. Il n'y a pas de constat global et généralisable à l'échelle de l'océan parce qu'il y a, dans certains cas, des seuils de non-retour qui ont été atteints. Et on se rend compte, par exemple, avec la morue nord-atlantique à Terre-Neuve qui s'est complètement effondrée en 92, elle ne revient pas. Donc, sur les populations de poissons, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, c'est qu'en fait, quand on atteint des seuils qui sont très bas, on a enclenché un processus d'extinction qu'il est quasiment impossible d'arrêter, même si on arrête la pêche. C'est pas le cas pour tout, heureusement. Et si on prend des mesures drastiques aujourd'hui, il est encore temps de sauver pas mal de choses. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'il est tard, il est très tard. Quand on regarde derrière nous l'ampleur du carnage, c'est assez effrayant. Et encore, on en a tous très peu conscience parce qu'on n'a pas la mémoire de ce qui a été perdu, donc on ne porte pas le deuil de ce qui a déjà été massacré. Donc on ne se rend pas compte, en fait, de l'ampleur de notre impact. Mais il n'est pas trop tard. Mais quand on a les scientifiques des Nations Unies, par exemple, qui prédisent pour 2048 un effondrement des populations de poissons, 2048, c'est demain matin. Donc on a très peu de temps pour prendre des mesures radicales. Et le challenge, il est là. C'est qu'on est dans une course contre la montre. Et c'est difficile de faire évoluer les choses de façon suffisamment drastique et d'une manière qui soit à la hauteur de l'enjeu, en fait. Parce que l'enjeu, c'est la survie, en fait, de toutes les espèces vivantes, et y compris l'être humain, parce que sans océan, pas d'oxygène, et l'être humain ne peut pas survivre, donc sans cet ami océan. Ah ben bien sûr, c'est ce que je disais, c'est que notre destin est complètement lié à celui de l'océan, et on se leurre si on croit qu'on survivra à l'océan. Passer de l'océan. C'est à la fois une grande ignorance, une grande arrogance qui risque de nous coûter notre place sur Terre, mais pas que la nôtre, hein, puisque on est entré dans la 6e crise d'extinction massive de l'histoire de la planète, et c'est nous qui en sommes à l'origine. Donc on n'est pas seulement en train de commettre un suicide collectif en tant qu'espèce, c'est aussi un génocide planétaire qu'on a enclenché. Du fait justement d'une interdépendance entre toutes les espèces et tous les systèmes vivants qui sont sur cette planète. Oui, c'est ça, et d'une planète aux ressources finies, qui est confrontée à une espèce, donc nous, qui croit en une croissance infinie, et qui est cupide et arrogante, et qui croit qu'elle se
place au-dessus de tout et que tout est à sa disposition et qu'elle va pouvoir continuer à vivre comme ça à crédit, parce qu'on vit à crédit, indéfiniment. Donc l'utopie, elle est là. Hein. L'utopie, c'est pas celle de ceux qui veulent un monde plus juste. L'utopie, elle est dans le camp de ceux qui croient qu'on peut continuer à agir comme on le fait indéfiniment. Je pense qu'on va pas tarder à toucher le mur, en fait. Je vais te poser une question un petit peu plus personnelle par rapport à ton parcours. Et pour savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à être toujours plus cohérente par rapport à tes aspirations? Justement, les aspirations, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, je pense, ce combat pour ceux qui ne peuvent pas parler, dont notamment l'océan et la population de l'océan. Je dirais que, pour le coup, ma première incohérence et ma plus grande incohérence, ça a été de manger des animaux jusqu'à un âge assez avancé. Bon, là, je suis végétarienne depuis plus de 10 ans, mais aussi loin que je m'en souvienne, toute petite, j'ai toujours adoré les animaux. Et pendant des années, j'en ai mangé, sans réellement percevoir cette incohérence, mais aussi parce qu'on est formaté dans ce sens-là. Hein, et ma plus grande mise en adéquation, en fait, donc de mes actions avec mes convictions, et donc mon grand pas vers cette cohérence personnelle, il a été d'arrêter de manger des animaux. Et alors là, j'ai une autre question, parce que j'ai entendu l'autre jour dans une interview Yann Arthus-Bertrand, que tu connais sans doute, qui disait que par rapport à la situation d'aujourd'hui, cet effondrement un petit peu environnemental que l'on connaît au niveau des systèmes naturels, il disait que la révolution, entre guillemets, ne pouvait être ni politique, ni économique, mais qu'elle serait spirituelle, c'est-à-dire qu'elle dépend de chacun de nous, de notre transformation intérieure. Est-ce que toi, Lamia, est-ce que tu t'estimes ou est-ce que tu te sens spirituelle, que ce soit dans ta vie au quotidien ou dans tes actions, justement? Alors, spirituelle, je sais pas. Je sais que j'ai une profonde admiration, un profond respect pour la vie, sous toutes ses formes, qui est, à mon sens, sacrée, qui est la cause ultime à défendre. Je suis pour ma part convaincue que la révolution, elle devra intervenir sur plusieurs terrains, que le seul terrain spirituel ne suffira pas, qu'il faudra une révolution économique. On est dans un système qui est complètement mortifère, qui est dans la marchandisation du monde. Ce système, il se retirera pas de lui-même. Il va falloir qu'il y ait une bataille, une vraie lutte. Sinon, on n'y arrivera pas. Et je pense pas que ce soit uniquement le développement spirituel individuel qui sera suffisant pour renverser cette tendance. On est face à des forces qui sont très puissantes. Des forces économiques. Des forces économiques et politiques. Donc voilà, et je pense même que ça peut même être un peu dangereux et contre-productif que de se dire qu'en fait, il suffit que tout à chacun effectue sa révolution personnelle, spirituelle. Il va falloir qu'on aille au combat. Je pense que on ne pourra pas faire l'économie d'un combat si on veut gagner. Et quand je dis si on veut gagner, c'est si on veut réussir à sauver ce qui reste de tout ce qui mérite d'être aimé. Pour moi, l'écologie, c'est ça, en fait. D'accord. C'est lutter pour enrayer la destruction de tout ce qui mérite d'être aimé. Et ça, il va falloir se battre pour y arriver. Parfait. Merci infiniment, Lamia, pour ton témoignage. C'était très fort et très puissant. Et je te dis à très bientôt à la Journée mondiale de l'altruisme, dont tu seras une de nos intervenantes et conférencières le 25 mai à Strasbourg. Merci beaucoup. Merci à toi.